Alors, du coup, on va vraiment vous présenter l'intérêt de l'approche comportementale dans un dispositif d'inclusion scolaire. Donc, pour commencer, on a défini la science appliquée du comportement, donc l'ABA. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une approche scientifiquement validée qui a vraiment pour objectif de favoriser le bien-être de la personne et d'améliorer la qualité de vie au quotidien, d'où le terme comportement d'importance sociale. On va vraiment s'intéresser aux comportements qui sont socialement significatifs et qui ont un impact important au quotidien. Donc, comment on va s'y prendre pour améliorer la qualité de vie de la personne qu'on accompagne? Ça va se découper en trois axes. Donc, on va développer des compétences fonctionnelles qui sont inexistantes chez la personne. Le pointage, par exemple, pour réaliser des demandes. Ça peut être augmenter des comportements qui sont déjà existants, que ce soit en quantité ou en durée, et diminuer des comportements socialement inadaptés, comme les comportements agressifs. Quand on parle de comportement, on a remis une petite définition. Donc un comportement, on va parler d'une interaction d'un organisme avec son environnement qui implique forcément le mouvement d'une partie de l'organisme. Le comportement est objectif, il doit être non interprétable, il doit être observable et mesurable, on doit pouvoir le compter ou alors identifier le début et la fin du comportement. Il est également opérant, il dépend de son interaction avec l'environnement. On va dire qu'il est maintenu par le contrôle d'un stimulus en fonction des conséquences. Lorsqu'on a identifié le comportement, on peut parler de contingence à 3 termes, donc la contingence ABA, A pour antécédent, B pour comportement et C pour conséquence. Excusez-moi. On va chercher du coup à identifier les relations qui peuvent exister entre le comportement et l'environnement en prêtant attention à ce qui se passe avant, mais également à ce qui se passe après. C'est en prenant ces deux aspects en compte qu'on va vraiment pouvoir agir sur la modification du comportement qu'on vise à faire augmenter ou diminuer dans le futur. On va pouvoir parler d'évaluation fonctionnelle, donc un ensemble de procédures qui permettent de définir les événements, que ce soit les antécédents ou les conséquences, dans un environnement qui prédisent ou qui maintiennent de manière fiable les comportements défis. Donc, en gros, on va identifier là où les fonctions qui font qu'un comportement peut diminuer ou augmenter dans le temps. Donc, un exemple du coup de grille d'évaluation fonctionnelle qu'on peut utiliser principalement pour identifier les fonctions des comportements. Une autre du coup qui est plus facile à remplir, qui consiste uniquement à cocher. Et donc les différentes fonctions des comportements qu'on peut identifier sont la recherche de renforcement positif, donc obtenir un item, une activité ou une personne. La recherche de renforcement automatique, donc tout ce qui est de l'ordre de la stimulation sensorielle. Et la recherche de renforcement négatif, donc plutôt l'évitement ou l'échappement d'une activité ou d'une tâche qui est désagréable pour la personne. Quand on parle de comportement défi, c'est important de savoir qu'on ne cherche pas à les faire disparaître, il faut vraiment les observer et identifier les fonctions pour pouvoir agir dessus et les modifier en comportements plus appropriés. Une seule ou plusieurs fonctions du coup peuvent maintenir un comportement problème et à l'issue de l'évaluation fonctionnelle, on va pouvoir mettre en place un plan d'intervention comportementale qui va être rédigé du coup pour faire diminuer les comportements inappropriés mais faire également augmenter les comportements plus appropriés. Le plan comportemental prévoit donc des interventions qui sont basées sur les antécédents mais également des interventions basées sur les conséquences. Et il permet du coup d'harmoniser les pratiques au sein d'équipes éducatives et pédagogiques. Alors, du coup, pour pouvoir faire augmenter des comportements, je vais utiliser le concept de renforcement. Renforcer un comportement, c'est ajouter quelque chose d'agréable pour la personne immédiatement à la suite de l'émission de ce comportement. Dans le but de faire augmenter la probabilité future d'apparition de ce comportement qui est socialement désirable et qu'on veut voir apparaître plus souvent dans le répertoire de la personne. Donc, par exemple, dans les classes, dans un contexte de classe, on pourrait imaginer qu'un enfant, alors selon là où il en est, selon son profil, que ce soit un peu difficile pour lui d'écrire une lettre et que donc, à chaque fois qu'il arrive à écrire cette lettre, il obtienne un jeton qui fait office de récompense et qu'à l'issue de l'obtention de plusieurs jetons, en l'occurrence peut-être 5,
selon toujours là où il en est, parce que ce n'est pas des décisions arbitraires, mais c'est vraiment en fonction de ce qu'on estime suffisamment facile pour lui. Il pourra accéder au renforçateur potentiel, là on a parlé de Hans Spinner par exemple, qu'il avait préalablement choisi avec son enseignante ou avec son éducateur, éducatrice, qui aura fait ce qu'on appelle une évaluation des préférences. Il y a plusieurs types de renforçateurs qui existent. On a donc les renforçateurs qu'on appelle primaires, et là ça va être vraiment les basiques, à savoir par exemple la nourriture, des boissons, des stimulations sensorielles. On va avoir des renforçateurs qu'on appelle secondaires. Donc forcément dans des cadres, dans des dispositifs d'inclusion, on va vraiment essayer de favoriser des renforçateurs qui soient secondaires ou qui soient généralisés. Parfois, ça peut être nécessaire qu'on passe par des renforçateurs primaires, mais le but est toujours d'essayer d'estomper ces renforçateurs-là pour aller vers des renforçateurs plus naturels. Quand on n'a pas besoin d'utiliser les renforçateurs primaires, bien sûr, on s'en passe et on utilise des choses qui soient plus habituelles pour les enfants et plus naturelles. On a aussi ce qu'on appelle les renforçateurs extrinsèques ou additionnels. C'est-à-dire que, par exemple, on va demander à l'enfant à l'école de réaliser une tâche, et cette tâche étant difficile pour lui, étant pas agréable en tant que telle, on va renforcer en donnant quelque chose qui est pour lui agréable à la suite de ce comportement-là. Donc là, on ajoute vraiment quelque chose qui est complètement extérieur à la situation. Et on a les renforçateurs qu'on appelle intrinsèques à une activité, c'est-à-dire que là, ça va être directement l'activité qui va être renforçante pour l'enfant, et donc on n'aura pas besoin d'ajouter des choses extérieures, on aura juste à utiliser cette activité qui est plaisante pour lui et à s'en servir en tant que renforçateur, enfin comme renforçateur en tant que tel. Donc, ce qui est beaucoup plus simple, et idéalement, voilà, dans l'accompagnement des enfants, on cherche toujours à essayer de se saisir de ce qui est intrinsèquement renforçant. Parfois, quand ils sont petits, qu'ils arrivent en UEMA par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup de renforçateurs. C'est quelque chose qu'on doit travailler avec eux, on doit vraiment essayer d'élargir leur centre d'intérêt. Donc ça, c'est tout un travail aussi. Mais voilà, si on a des activités qui sont déjà renforçantes pour ces enfants-là, alors on s'en sert et on essaie de mettre le paquet dessus pour qu'on fasse augmenter certains comportements qui sont vraiment extrêmement importants pour les enfants. Et à terme, ce qu'on envisage toujours, c'est d'estomper le renforcement direct, c'est-à-dire que parfois, au début, quand ces enfants, on commence à les accompagner, à travailler avec eux, il va y avoir beaucoup de renforcement parce que ce qu'on leur demande, même des petites choses qui nous semblent faciles, sont finalement assez difficiles pour eux. Et donc, il va falloir renforcer beaucoup, mais on aura toujours dans notre planification, dans nos programmes, un programme d'estompage du renforcement, de façon à ce qu'on arrive petit à petit à en donner de moins en moins et que l'enfant y parvienne de plus en plus sans qu'on ajoute quelque chose d'extérieur. Il peut y avoir donc, pour généraliser l'utilisation du renforcement, et particulièrement dans les dispositifs, en classe, c'est très utilisé parce que ça permet de différer et c'est beaucoup plus facile à utiliser et ça gêne beaucoup moins tout le monde. On peut utiliser des petits systèmes de contrat de jetons, d'économie de jetons. Donc ça, c'est un exemple de contrat de jetons. Donc ça va faire office de système de récompense pour l'enfant. On va lui apprendre que, on fait l'évaluation de préférence, il choisit ce qu'il aimerait obtenir après qu'il ait réalisé la tâche qu'on attend de lui. On peut mettre éventuellement la photo du renforçateur potentiel qu'il obtiendra ou le vrai renforçateur à côté à vue si c'est nécessaire. Et à chaque comportement cible qu'on aura défini, il obtiendra un jeton et à l'issue du nombre de jetons qui aura été défini pour lui, il pourra obtenir le renforçateur potentiel qu'il avait choisi. Les contrats de jetons ou économie de jetons, le type de jeton peut être vraiment varié. Donc on peut utiliser des vrais jetons, on peut utiliser des petits tickets, ça peut être un système à cocher, ça peut être des petites étoiles. Souvent, on essaie, c'est pas indispensable, mais bien souvent les équipes essaient aussi de faire en sorte que ce soit quelque chose que l'enfant aime bien, donc un petit bon point avec les petits personnages que l'enfant aime bien. C'est pas indispensable, mais ça peut être un plus et ça peut bien fonctionner aussi. Comme ma collègue l'a précisé tout à l'heure, en général, chez les petits, dans les dispositifs d'inclusion, il y a vraiment des gros chantiers, entre guillemets. Et donc, ça va être faire diminuer les comportements problèmes, les comportements défis. Parce que souvent, quand ils arrivent tout petits, c'est un peu leur seul moyen de signifier ce qu'ils veulent pas.
Donc on a toujours, très très souvent, ce domaine-là à travailler. Faire diminuer les comportements problèmes. Et aussi, en parallèle, surtout, mettre en place un moyen de communication fonctionnel adapté qui va permettre de faire la balance. Ce qu'on met beaucoup en place, de façon à ne pas juste viser de faire diminuer les comportements problèmes, c'est qu'on cherche toujours à en définir la fonction comme on l'a vu au préalable, et là où les fonctions, parce que parfois elles sont multiples, et on va essayer de remplacer ce comportement qui sert toujours à quelque chose pour l'enfant en question. S'il y a un comportement problème, c'est qu'il sert à quelque chose, et donc on va devoir essayer de trouver par quoi on pourrait remplacer ce comportement problème. Il y aura d'autres stratégies qui seront utilisées en même temps. Encore une fois, essayer d'aménager, de travailler sur les antécédents, mais cette partie-là est très importante. Donc ce qu'on fait très très souvent en UMA, en UEA, c'est vraiment définir un comportement qui pourrait être de substitution et l'apprendre à l'enfant. Donc on va essayer de trouver un comportement qui aura la même signification que le comportement problème, mais qui sera très facile à faire pour l'enfant. On va essayer de créer des opportunités, de pouvoir lui apprendre, vraiment d'anticiper pour que le comportement problème n'apparaisse pas, mais qu'on puisse le guider très vite à émettre le comportement adapté et renforcer chaque essai qu'on aura suscité de façon à ce qu'il apprenne petit à petit à abandonner le comportement problème, mais au profit du comportement adapté qu'on lui proposera et qu'on renforcera. Donc, par exemple, si un enfant a tendance à pincer son éducatrice parce qu'il recherche l'attention, parce qu'il n'a pas d'autre moyen de le signifier, alors on peut envisager un comportement très facile qui lui permettra d'obtenir cette attention, mais sans plus pincer, mais par exemple en venant la chercher par la main. En ABA, on se base beaucoup sur les principes du programme Teach de Schopler. Donc on utilise beaucoup tout ce qui est, et ça on le voit dès les débuts d'une intégration en UMA, c'est vraiment les basiques, c'est mettre en place une planification visuelle pour les enfants, mettre en place des séquentiels. Alors après là c'est global, bien sûr, au cas par cas, on va vraiment adapter ces supports-là, on ne peut pas mettre en place de la même façon pour tous les enfants. On va aménager les lieux, essayer de concevoir des espaces qui aient vraiment des fonctions particulières et qui soient très clairs pour les enfants. On va essayer de bien structurer les enseignements, puisqu'il y a des enfants qui en ont vraiment besoin, donc essayer de mettre en place un système de travail de gauche à droite, avec des bannettes, avec du matériel qui induit très clairement ce que l'enfant va avoir à faire, sans qu'il y ait besoin de beaucoup d'explications ou de beaucoup de démonstrations. On essaie de structurer le temps aussi, parce que c'est difficile pour ces enfants bien souvent, donc on leur apprend l'utilisation de sabliers, de time-timer, etc., d'horloges pour des enfants qui auraient des compétences plus avancées à ce niveau-là. Et parfois, au lieu d'envisager de mettre en place tout un système de procédures de renforcement, il peut suffire que des changements au niveau de l'environnement et de l'organisation spatiale et temporelle aident vraiment les enfants à émettre moins de comportements problèmes. Donc ça, c'est un aspect, intervenir sur les antécédents, c'est un aspect qui est très, très, très important. On utilise diverses stratégies. Et donc, la première en ABA, c'est l'utilisation du pairing. On va chercher vraiment à associer. En premier, en général, c'est nous, les instructeurs, parce qu'on arrive là, les enfants, on leur demande des choses, mais nous, on n'est pas agréable pour eux, ils ne nous connaissent pas. On doit vraiment créer un lien avec eux. Et donc, on va essayer de s'associer aux choses qu'ils aiment bien. Donc, on va essayer de leur donner des choses qui sont agréables, de s'amuser avec eux, de rendre le moment plus sympa. Mais le pairing, ça peut aussi être associé des lieux. Pareil, quand ces petits arrivent en UMA, eh bien souvent, c'est difficile pour eux de se mettre dans le coin regroupement avec tous les enfants. C'est très difficile pour eux de s'asseoir à table sur une chaise. Même parfois, pendant 30 secondes, c'est déjà trop leur demander parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais appris. Donc, il y a des aires qu'on va devoir pairer, faire devenir des lieux plus agréables, nous, les personnes, et aussi, on peut essayer de pairer les activités, les jeux. Encore une fois, ce sont des petits qui n'ont souvent pas beaucoup de centres d'intérêt. Et donc, notre mission, une de nos missions importantes, ça va être de leur apprendre à avoir plus de sources de motivation. Et très important, le pairing n'est généralement pas définitivement acquis, il s'entretient vraiment au quotidien. C'est important de toujours avoir des temps agréables avec les enfants. En ABA, on utilise beaucoup de guidance. On peut utiliser ce qu'on appelle l'enseignement sans erreur. Et donc, tout ce qu'on va apprendre aux enfants, ça va être par le biais de guidance. Donc, encore une fois, toutes ces guidances, elles seront adaptées au profil des enfants, à leurs capacités et aux compétences qu'on veut leur apprendre. Mais elles peuvent être vocales, elles peuvent être positionnelles, visuelles, imitatives. On peut parler de modelage aussi. Ça peut être des guidances gestuelles, physiques,
Et encore une fois, comme pour le renforcement, on envisagera toujours d'estomper le plus rapidement possible les guidances de façon à ce que l'enfant ne devienne pas dépendant des guidances qu'on lui apporte. On lui donne les guidances pour qu'il réussisse à faire le comportement, on renforce beaucoup, et dès lors où on peut faire machine arrière et guider de moins en moins, on le fait. On a des stratégies qui sont très, très largement et fréquemment utilisées en ABA, comme le façonnement. Le façonnement, c'est vraiment le fait de partir de toutes petites étapes faciles à réaliser pour l'enfant, pour aller vers un comportement cible qui soit beaucoup plus compliqué. Si je reprends l'exemple d'un enfant qui n'arrive pas à s'asseoir sur une chaise très longtemps, et ben peut-être qu'au départ, il est capable de le faire 3 secondes. Donc, on va lui demander de le faire 3 secondes, on va renforcer. Puis, petit à petit, quand ça va être facile pour lui, on va passer à 5, 10 secondes, 30 secondes. Et on fera tout un programme de façon à pouvoir augmenter ce temps assis à table, de façon à ce que ça devienne une compétence qui soit moins compliquée pour cet enfant. On utilise les techniques de chaînage. Le but, c'est de relier vraiment des séquences les unes aux autres de façon à ce que l'enfant puisse émettre un comportement plus complexe, à savoir en termes d'autonomie, par exemple, qu'il soit capable d'apprendre à enchaîner les étapes pour mettre son manteau, pour aller se laver les mains. Dans une classe, ça pourrait être vraiment des comportements plus complexes pour certains enfants. Apprendre à enchaîner plusieurs activités à la suite, par exemple. Si un enfant est déjà capable de faire un tout petit exercice, on pourra envisager peut-être que petit à petit, il puisse en faire 2, puis 3 à la suite, plus indépendamment. En ABA, on utilise le recueil de données, c'est le point principal, c'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur des choses subjectives, on va vraiment prendre des données, on peut réaliser des graphiques, voir la tendance vraiment d'évolution du comportement, est-ce que c'est stable, est-ce que ça augmente, est-ce que ça descend, de façon à voir si ce qu'on met en place, les stratégies qu'on met en place, elles sont responsables du changement qu'on observe, ou de pas de changement, et auquel cas, c'est à nous, en fonction de ces données-là, de décider si on continue une procédure, si on la réajuste, si on la modifie, ou si on l'arrête complètement parce qu'elle ne porte pas ses fruits comme on l'avait envisagé. Donc voilà, les prises de décision, elles sont très objectives, basées sur ces données. Avant de mettre en place ce qu'on appelle un traitement comportemental, il n'est pas de question de médicaments, mais c'est vraiment pour le comportement, on va prendre des données pour voir comment le comportement se passe avant qu'on mette quelque chose en place et voir si, une fois qu'on l'a mis en place, ce traitement comportemental, il y a une modification au niveau du comportement des enfants. Il y a différents types de données qui existent. Ça peut être des cotations par essai, c'est-à-dire qu'à chaque comportement, on prend des données, ou ça peut être par probe, c'est-à-dire le premier essai de la journée qu'on propose à l'enfant. Et dans des dispositifs type UEMA, c'est vraiment une cotation par probe en général qu'on utilise le plus souvent. Les compétences qu'on va enseigner en priorité dans un dispositif inclusif pour les jeunes enfants, ça va être les prérequis aux apprentissages, ça va être la communication réceptive, expressive. Très souvent, dans les UMA et dans les UEA aussi, on a besoin de mettre en place un moyen de communication qui va être alternatif ou amélioré, augmentatif, de façon à ce que l'enfant puisse s'exprimer, parce que le langage vocal n'est pas toujours présent. On va travailler les compétences motrices, l'autonomie, jeux, loisirs, occupations, les interactions sociales, les compétences de groupe, performances visuelles, les habiletés académiques évidemment, mais bien souvent, en tout cas dans les UEMA, avant d'aller vers les habiletés académiques, on a souvent beaucoup de choses à travailler en amont. Après, il y a des petites habiletés académiques qu'on peut mettre en place, bien sûr, mais bien souvent, il y a plein de choses à faire avant ça, selon les profils des enfants. Les différents cadres d'enseignement qui existent en ABA et qui peuvent être mis en place dans les classes d'UMA, on va avoir des temps d'ITT. Donc l'ITT, c'est du travail en intensif avec les enfants, donc c'est du travail à table, bien souvent qui est utilisé avec un système de cartes, où vraiment on va travailler de façon très fluide, de façon très rapide, on va renforcer systématiquement à chaque essai, on va guider à chaque essai. Et souvent, c'est pour les enfants qui ont le plus de difficultés, on va essayer vraiment de travailler en intensif de façon à leur refaire gagner un maximum de compétences en le moins de temps possible. Et donc, très souvent, on utilise des renforçateurs type économie de jetons, contrat de jetons. Le travail en ITT, c'est une toute petite partie des enseignements qui vont être proposés. C'est un cadre d'enseignement qui est très structuré, très cadré, très spécifique pour certaines compétences, mais vraiment, c'est des petits laps de temps dans la journée. Et ça ne va pas constituer une grosse partie de l'accompagnement des enfants. On va avoir l'enseignement dans le net, c'est-à-dire un enseignement qui va être moins structuré et des enseignements qui vont être dirigés vraiment sur les apprentissages, enfin sur la motivation des enfants. Donc on va se servir de quelque chose qu'ils aiment beaucoup de façon à leur faire travailler certaines compétences
sans que forcément ils aient l'impression que ce soit du travail. Ça sera vraiment apprendre par le jeu. Et c'est au maximum ce qu'on essaie de développer dans les UEMA avec les petits, de façon à ce qu'on soit dans un contexte assez naturel et qu'ils puissent apprendre pas mal de choses sans mettre en place quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc on va pouvoir construire ce qu'on appelle des net plans, donc faire des listes de compétences à proposer aux enfants. On va varier les compétences. Souvent, quand on travaille dans le net, on travaille beaucoup sur les interactions sociales, sur le langage, sur l'imitation, enfin des comportements qui vont vraiment favoriser la socialisation et la communication. Ça, c'est un exemple de ce qu'on appelle de net plan, ou un plan de leçon. Et donc, on va mettre à chaque fois des instructions que va proposer l'intervenant, des comportements cibles qu'on va travailler sur la séance de jeu avec l'enfant. Et donc, on va les mettre par domaine. Donc là, en l'occurrence, quelle demande je pourrais travailler sur l'activité pâte à modeler. En langage réceptif, c'est-à-dire compréhension du langage, qu'est-ce que je peux lui apprendre à désigner, à me donner. Le tact, c'est-à-dire le fait de nommer des items, des objets, s'il y a déjà du langage chez l'enfant, travailler l'imitation motrice, etc. Et on a la partie enseignement en incidence, c'est que là, on va vraiment saisir les opportunités qui se présentent dans la journée. Ça va être beaucoup moins structuré. On va juste utiliser chaque moment lors duquel l'enfant va pouvoir apprendre des compétences, mais il n'y aura pas forcément une répétition très intensive sur ces moments-là. Et les cadres d'enseignement, on va définir tous ces moments-là en fonction du profil de l'enfant, en fonction de ses compétences, de ses possibilités. Il n'y a pas quelque chose d'extrêmement rigoureux qui soit défini pour l'ensemble des enfants. C'est vraiment au cas par cas. Sur les dispositifs inclusifs, on a un gros travail de formation des équipes et des familles, d'accompagnement des familles. En ABA, on utilise ce qu'on appelle le BST, Behavioral Skills Training, qui va comporter plusieurs étapes, et ça va consister vraiment à expliquer à l'apprenant. Donc l'apprenant, en réalité, ça peut être soit un membre de l'équipe, ou ça peut être soit un parent. Et on va devoir, pour la première étape, qui s'appelle celle de l'instruction, lui expliquer clairement le comportement qu'on souhaite lui apprendre. Donc on va essayer d'avoir l'explication la plus objective possible. On va passer par une étape de modelage qui va consister à ce que l'instructeur, superviseur, enfin psychologue, ça dépend de la personne, mais ça peut être tous ces gens-là, va démontrer le comportement à l'apprenant, donc toujours membre de l'équipe. En général, ça va être membre de l'équipe, ou si c'est le psychologue, ça peut être envers le parent. Lui montrer ce qu'on attend. Donc si on veut apprendre à un enfant, par exemple, à laver ses mains, on veut mettre en place un chaînage, et donc là, on va aller avec le parent et lui montrer, voilà, quand je lui apprends à laver ses mains et à faire ce chaînage-là, voilà comment je procède, en guidant l'enfant, en donnant le renforcement, et on montre bien toutes les étapes d'apprentissage. La troisième étape, ça va être l'étape de répétition, où là, l'apprenant va apprendre lui-même à réaliser ces étapes-là de plus en plus indépendamment, de façon à se familiariser, par exemple, avec ce chaînage et savoir comment faire à chaque fois avec l'enfant. Et le feedback, c'est vraiment apporter un retour qui soit constructif à l'apprenant, en renforçant vraiment toutes les étapes qui nécessitent de l'être parce qu'elles ont été bien réalisées, et en corrigeant éventuellement certaines étapes pour lesquelles l'apprenant aura encore besoin d'enseignement. Et donc voilà, ce processus, il permet d'améliorer les compétences comportementales, et notamment en utilisant les stratégies qu'on a évoquées avant, à savoir façonnement et chaînage, par exemple. En conclusion, on est très vigilant aujourd'hui en tant qu'analyse du comportement à appliquer l'ABA de façon positive, compatissante, empathique envers les enfants. Le but, c'est vraiment que ce soit un bon moment d'apprentissage pour eux, que tout se passe par le renforcement positif, qu'il y ait le moins de contraintes possible, qu'il n'y ait vraiment pas de contraintes dans la mesure du possible, que ce soit agréable pour eux d'apprendre, donc apprendre en écoutant l'enfant, son entourage, en prenant vraiment toutes les informations qu'on peut prendre auprès d'eux, apprendre en suscitant la joie chez l'enfant, et chez la famille, c'est bien aussi, apprendre en autonomisant et l'enfant et la famille, et apprendre en enseignant quand c'est nécessaire et quand il y a besoin de plus d'apprentissage. Voilà notre mission, essayer d'appliquer l'ABA de façon la meilleure possible et la plus adaptée et la plus positive possible pour et l'enfant, et la famille et les équipes aussi. Voilà, merci de votre attention pendant notre présentation.